Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre troisième webinaire organisé par le National des sages-femmes. Oui, la suivante. En salle, Claire, quand vous le souhaitez, vous pouvez passer. Pour certains et certaines, dans le sens où le contexte est assez similaire à celui des deux premiers webinaires. Slide suivante, s'il vous plaît, Claire. Je vous rappelle que initialement, il y a des sages-femmes qui des recommandations autour de l'allaitement maternel. C'est ce que vous trouvez sous ce QR code et qu'on va vous envoyer également dans le chat. Et donc, recommandations, il nous a semblé important de pouvoir réaliser des outils. Et vous avez sur le document que vous voyez là, un outil qu'on a réalisé au sein du groupe de travail sur l'allaitement maternel du collège, qui est à des informatifs sur l'allaitement maternel. Vous avez également le QR. Je vous invite évidemment à le consulter. Suivante, s'il vous plaît, Claire. Alors, on a parlé d'un troisième webinaire, ce qui laisse entendre qu'il y en a eu deux précédemment. Du coup, vous avez ici les liens sur les deux précédents. Nous avions décidé d'aborder une thématique fil rouge qui était et qui est allaitement maternel du travail. Slide suivante, Claire, s'il vous plaît. Au niveau du collège, donc qui vont être les intervenants? Vous allez rencontrer Cynthia Calaou, qui est sage-femme, qui est titulaire du DULAM d'allaitement maternel et qui exerce au nom d'Auvergne. Emeline a beaucoup contribué à l'élaboration, mais elle est actuellement en garde, avec une garde chargée. Du coup, elle ne sera pas parmi nous, mais c'est important pour nous de pouvoir la notifier. Émilie Clady, qui va être avec nous de façon audio, suite à des problématiques de connexion. Donc, Émilie est sage-femme également enseignante et elle est également titulaire d'un DU autour de l'allaitement maternel et consultante en lactation IBCLC. Moi-même, Sarah Benjiani, sage-femme libérale dans le nord de Paris, sur Anguin-les-Bains, et consultante en lactation IBCLC et DIULAM. Slide suivante, Claire, s'il vous plaît. Alors, une petite précision, nous allons commencer par cette thématique. Et ensuite, vous aurez une présentation de la part de Medela, en sachant que nos deux interventions sont différentes. Vous allez voir, la thématique n'est pas la même et l'une ou l'autre des structures n'ont pas interféré sur le contenu de chacune des présentations. Question. La question est de savoir, je garde un bébé allaité, ce qui pourrait être dit par une assistante maternelle. Pouvez-vous me donner des repères? Donc, on va aborder cette thématique et nous passons dans le vif du sujet à nous, Claire. On va voir notamment des thématiques qui nous semblaient importantes, à savoir entre la personne qui va s'occuper de cet enfant et ses parents, les modalités de dispensation du lait maternel, et on va parler tout le long de cette présentation de nombreuses idées reçues que vous connaissez certainement déjà. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on va commencer avec une situation clinique. Donc, vous êtes sage-femme et vous intervenez sur une question-réponse au sein d'un réseau d'assistantes maternelles. Vous sentez-vous à l'aise dans l'accompagnement des parents qui confient leur enfant allaité à un professionnel? 1, un peu, 2, beaucoup, 3, passionnément, 4, pas du tout. On vous laisse répondre. Ok, donc vous vous sentez plutôt très à l'aise par rapport à cette problématique. Parfait. Slide suivante. Retour d'expérience. Quels sont les retours les plus avancés par les parents sur les réactions du professionnel qui accueille les enfants allaités? 1.
arrêt de l'allaitement maternel en prévision. 2, privilégier l'allaitement mixte. 3, avoir un stock de lait maternel tiré. 4, adapter l'enfant à des horaires fixes. Alors, d'après vous, il est nécessaire d'avoir un stock de lait maternel tiré. Ok, slide suivante. Le cadre législatif. Y a-t-il un cadre légal autour de l'acceptation de lait maternel par l'assistante maternelle ou par la crèche? Oui ou non? Oui, d'après vous, il y a un cadre légal pour l'acceptation de lait maternel par l'assistante. Et on va commencer avec une scénette. Donc, nous sommes dans un relais d'assistante maternelle et notre sage-femme Cynthia Calaou va répondre à différentes questions des assistantes maternelles. C'est parti les filles. Bonjour Madame Cynthia, je suis assistante maternelle, donc c'est la première fois que je vais recevoir tout bientôt un bébé allaité. Je me suis renseignée, j'ai vu qu'il n'existe pas de loi en fait à ce sujet. Est-ce que je dois envisager un contrat? Alors effectivement, certaines assistantes maternelles et parents rédigent un engagement mutuel avec les éléments suivants: l'identité des deux parties, les habitudes de vie, alimentation, rythme des repas, sommeil, les compétences de l'enfant, notamment sur la forme de prise de l'alimentation, l'engagement de la professionnelle par rapport à l'accueil du bébé allaité et de la femme allaitante. Parce qu'il est effectivement possible d'allaiter sur place et ça doit pouvoir être notifié dans l'engagement mutuel. L'engagement du parent également par rapport à la dispensation de son lait, la quantité, la conservation et l'hygiène. Merci beaucoup. Du coup, je pense intéressant effectivement de rédiger cet engagement mutuel. Merci Madame Cynthia. Les facteurs d'influence. Quel élément influence la quantité minimale de lait à prévoir à chaque repas? 1. L'âge de l'enfant. 2. La diversification. 3. Le temps de présence chez l'assistante maternelle. À vos réponses. Alors, d'après vous, principalement, le temps de présence chez l'assistante maternelle va influencer la quantité minimale de lait à prévoir. Ok, on va avoir cette réponse en scénette. Donc, je suis une autre assistante maternelle, Madame Cynthia, et j'ai une question parce que j'ai vraiment peur de manquer de lait maternel quand les mamans déposent des bébés allaités. Quelle quantité minimale quotidienne dois-je demander à la maman? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le bébé allaité, il va répartir ses apports sur 24 heures et pas uniquement sur la période du temps de garde. On ne sait pas quelle en sera la proportion sur le temps avec vous. Ça peut être quelques millilitres, la quasi-totalité de ses apports, et la réponse va se passer quelque part entre les deux. Quand un bébé il dort toute la nuit, on se contente souvent d'être heureux. Est-ce que finalement c'est vraiment différent en journée s'il se rattrape par ailleurs? Ce bébé, il présente de nombreux besoins, l'alimentation en est un, et en tant qu'assistante maternelle, je sais que vous savez répondre aux autres besoins des bébés. La période d'adaptation, elle porte bien son nom. Après quelques jours, les quantités moyennes, elles vont être plus facilement identifiées. Il peut être intéressant à ce moment-là que vous, en tant qu'assistante maternelle, vous ayez un stock de lait maternel congelé en petite quantité pour éviter le gâchis et puis pour rassurer un petit peu tout le monde. Merci Madame Cynthia. Ce que je note, c'est donc la souplesse et l'adaptabilité. Et donc, je demanderai effectivement à ces mamans qu'elles puissent, si possible, me déposer du lait en stock. Merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez poser des questions supplémentaires dans le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. Mais avant tout, une nouvelle question. Alors,
au niveau des moyens de dispensation, est-il recommandé que l'enfant s'habitue à un moyen de dispensation différent du sein de sa mère afin de préparer son entrée en mode de garde? Oui, non ou ça dépend? Ah, les questions sont assez mitigées, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de ça dépend. Donc, ça va du coup avec une réponse mitigée. Eh bien, on va répondre à cette interrogation avec une scénette. Moi, en tant qu'assistante maternelle, il y a quand même une vraie question qui me taraude. C'est à savoir à quel moment les parents doivent-ils commencer à habituer l'enfant allaité au biberon dans la perspective du fait que je le garde. Effectivement, chaque situation, elle va être unique. On a certaines recommandations qui préconisent que l'enfant, il découvre un mode de dispensation différent lors de son entrée en mode de garde directement. D'autres personnes pensent qu'il est plutôt judicieux que cette découverte ait lieu dans un environnement et avec des personnes proches. Donc, ça va être à construire avec les parents et à voir un petit peu ce qui va être le plus adapté pour cette famille-là. Ok, merci Madame Cynthia. J'ai bien compris qu'il s'agissait vraiment d'un enfant à l'autre. Il y a juste un terme que j'aimerais peut-être qu'on reprenne. C'est quoi un mode de dispensation différent? Qu'est-ce que vous entendez par là? On va entendre par là en fait tout contenant qui va permettre à l'enfant de consommer le lait en dehors du sein de sa mère en conciliant sécurité et confort de l'enfant et de l'assistante maternelle et qui va pouvoir être utilisé dans ce contexte-là. Par exemple, on pourrait citer la tasse à bec, plutôt entre 4 et 6 mois, la tasse 360 entre 4 et 6 mois, la cuillère, la seringue, un biberon tasse ou soft cup, un biberon, et finalement tout ce qu'on va pouvoir imaginer qui va pouvoir convenir à cet enfant. Il va falloir que je remplisse un peu plus mes placards alors. Merci Madame Cynthia. Alors, impact du moyen de dispensation sur l'allaitement. Dans le cas où l'enfant prendrait le biberon, quelle information vous paraît la plus importante à transmettre dans l'objectif de limiter l'impact potentiellement négatif sur l'allaitement maternel? 1. La position de l'enfant. 2. Le débit du lait. 3. La nature de la tétine. Ou 4. L'enfant est l'acteur principal de la tétée. À vos réponses. Eh bien, vous avez répondu de manière majoritaire l'enfant acteur de la tétée. Et en effet, quand l'enfant est acteur de la tétée, on répond à la position, au débit et à la nature de la tétine. À vous les filles. Moi, dans ma pratique, les bébés que je garde sont quand même principalement au biberon. Les bébés que je garde prennent principalement le biberon avec moi. Est-ce que vous pourriez me donner des astuces sur comment donner le biberon à un bébé allaité? Effectivement, c'est important. Le plus important, ça va être de permettre à l'enfant d'être acteur de cette tétée comme il l'est au sein finalement. Dans cette mesure, il peut être intéressant de lui permettre de choisir son moment en adaptant aussi sa position. Un biberon présenté à l'horizontale, un bébé positionné de manière verticale et de venir le laisser chercher la tétine. Il va pouvoir ainsi adapter son débit, sa quantité et son rythme. Merci Madame Cynthia, je vais m'entraîner tout bientôt. Pour vous informer sur les moyens de dispensation, c'est-à-dire comment on peut donner le biberon de manière plus physiologique, vous avez le lien avec une petite vidéo de 5 minutes qui a été fait avec le réseau Périnette Méditerranée, où vous pourrez voir ma petite tête, comme vous n'avez pas pu la voir aujourd'hui. Ce lien est téléchargeable, bien sûr, gratuitement et vous pouvez le diffuser auprès de vos patientes. Et nous vous avons mis aussi une petite bibliographie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour vous préparer ce petit webinaire. Merci Émilie. Nous passons maintenant la parole à Natacha de Medela. Natacha, à vous. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui.
Très bien. Oui, bonjour à tous et merci de pouvoir participer à ce webinaire aujourd'hui. Et encore un grand merci au Collège national des sages-femmes de France pour cette possibilité et cette grande collaboration, cette belle collaboration que nous avons ensemble. Donc aujourd'hui, je vais parler des premiers jours. Alors c'est vrai que c'est un peu plus éloigné du sujet que nous venons d'avoir, mais vous allez voir, il y a peut-être un lien, certainement un lien. Une prochaine slide. Donc, il y a un petit conflit d'intérêts, bien sûr, puisque je suis employée de Medela et que nous sponsorisons aussi ce webinaire. Prochaine slide. Voilà, donc la thématique fil rouge pour cette série de webinaires est la reprise professionnelle et l'allaitement maternel. Pour que l'allaitement soit de longue durée, comme le préconise l'OMS, et ce, malgré une reprise du travail précoce comme en France, il faut que les bonnes conditions soient réunies. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler dans les prochaines minutes. Donc en fait, examinons ensemble les situations qui peuvent se produire après la naissance au début de la lactation. À peu près la moitié des mamans n'auront pas vraiment de problème d'allaitement, heureusement. L'enfant est né à terme, il est en bonne santé. Bien sûr, la maman aura besoin de conseils en allaitement, mais la lactation devrait se dérouler sans qu'une aide technique soit nécessaire. Par contre, il y a l'autre moitié des mères, avec l'extrême où il y a des mamans, bien sûr, qui ont peut-être un enfant prématuré ou un enfant malade, et elles vont être séparées de cet enfant qui va devoir aller en unité de soins intensifs. Donc, dans le cas de ces mères, qui représentent à peu près entre 10 et 15%, il va y avoir donc une séparation, une impossibilité de mettre l'enfant au lait pour être allaité, et il va falloir recourir à un tire-lait. Puis, il y a aussi une fourchette entre les deux, de mamans qui, peut-être que l'on ne voit pas toujours rapidement, où il y aura peut-être une séparation momentanée, où il y aura allaitement, mais un allaitement peut-être qui ne sera pas toujours efficace. Et elle représente 35% des mamans. Et nous allons reparler des facteurs de risque qui les caractérisent et que vous pouvez, vous, en tant que sage-femme, très bien détecter. En fait, donc, le but, c'est que toutes les mères initient la lactation de manière appropriée et que celles qui ne le peuvent pas reçoivent l'aide et le soutien adéquat et au bon moment. Et nous allons voir que c'est avant tout une question de temps. Prochaine slide. Donc, commençons par examiner la physiologie de la production de lait. Vous voyez qu'il y a des étapes, en fait, dans la lactation. En fait, il va être très important, je pense, de sensibiliser la maman à ces différentes phases et qu'elle sache qu'est-ce qui l'attend, en fait. Parce que plus elle aura l'information sur ce qui l'attend, plus elle pourra intervenir au bon moment. Donc, il y a les phases de développement de la lactation avant la naissance, ensuite la phase d'initiation, ensuite la phase de construction et de maintien. Comme vous le voyez, les volumes quotidiens de lait au départ sont très faibles les premiers jours, puis elles augmentent de façon spectaculaire à la montée de lait, que l'on appelle de manière scientifique l'activation sécrétoire. Et donc là, entre 2 semaines et 1 mois, les volumes quotidiens de lait vont se stabiliser et on va parler d'une lactation établie. Et en fait, il va y avoir une cascade d'événements interdépendants pour atteindre une production de lait adéquate. C'est pour ça qu'il est important de bien commencer au départ, puisqu'il y a vraiment une fenêtre critique de réussite. Ce temps après la naissance et dans les premiers jours va être le temps où on va pouvoir programmer le sein, où le sein va être réactif, où il va pouvoir y avoir tout ce cocktail hormonal qui va contribuer à la production de lait adéquate. Et si donc on loupe cette fenêtre critique de réussite, on risque de mettre en danger les niveaux de lait, la production de lait, qui aura un impact plus tard, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, il faut vraiment donner la priorité à l'initiation et au développement du volume de lait de la mère au tout début, après la naissance. Prochain slide. Donc, examinons de plus près le processus d'activation sécrétoire. Donc, la stimulation du tissu mammaire déjà développé
donc va permettre d'amorcer la mise en marche. Hein, c'est comme appuyer sur un interrupteur. Et donc, il va y avoir, dans le meilleur des cas, une production de lait et une montée de lait dans les 72 heures après la naissance. Donc, ce moment de la montée de lait, de l'activation sécrétoire, est en fait un indicateur. S'il est avant 72 heures, c'est très positif pour la réussite de l'allaitement. S'il est après 72 heures, on va parler d'une activation sécrétoire retardée et c'est d'elle que l'on doit avoir peur puisqu'elle va avoir vraiment des conséquences sur l'avenir de l'allaitement. Donc, c'est tellement important, après la naissance, d'avoir une stimulation précoce et fréquente des seins dans les premières heures. Et si on ne peut pas le faire avec le bébé, pour les raisons que j'ai citées, il va falloir bien sûr recourir à une aide technique. Et comme vous le voyez, cette activation sécrétoire retardée touche entre 17 à 44% des mères. Et quand elles sont concernées, 60% sont plus susceptibles d'arrêter l'allaitement à 4 semaines. C'est pour ça qu'il y a un lien avec la reprise du travail et la continuation de l'allaitement. Si on n'a pas les volumes adéquats pour pouvoir allaiter, on va peut-être reprendre le travail et on va être obligé de renoncer à allaiter. C'est pour ça que c'est tellement important de bien commencer. Donc, une activation sécrétoire retardée peut produire une durée de lactation plus courte, bien sûr une perte de poids excessive chez le nourrisson, et après il y a une cascade négative qui se met en place avec éventuellement un complément avec du lait artificiel, ce qui ne va pas améliorer la situation. Prochain slide. Donc, il y a des facteurs de risque pour l'activation sécrétoire retardée. Et certains peuvent être évalués avant la naissance. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas assez de temps, mais ça peut être aussi une combinaison de facteurs de risque. Et ceux qui peuvent être détectés avant la naissance sont ceux qui vont vous permettre aussi d'informer plus rapidement la maman, de l'informer peut-être d'une manière plus précise sur ce qu'elle aura à faire après la naissance, pour justement éviter d'avoir des problèmes d'initiation. Prochain slide. Puis, il y a des facteurs de risque qui se manifestent plus tard, pendant ou après la naissance, comme un accouchement difficile qui va être lié avec beaucoup de stress. Comme vous le savez, l'adrénaline est une hormone qui va à l'encontre de la lactation. Et puis, il y a aussi des facteurs de risque que l'on peut éviter et dont le personnel soignant, que le personnel soignant peut influencer, comme par exemple donner trop vite un supplément, ou ne pas soutenir la mère pour qu'elle allaite assez, pour qu'elle mette l'enfant assez au sein, ou que l'on ait recours à un tire-lait d'une manière fréquente si justement on ne peut pas allaiter. Donc, il va y avoir vraiment une intervention de votre part, sage-femme et aussi du personnel soignant, pour quand on est vraiment sensible à ces facteurs de risque, qu'on voit, qu'on les détecte chez la patiente dont on s'occupe à ce moment-là, on va pouvoir vraiment avoir une conversation avec elle, la sensibiliser à cette fenêtre critique après la naissance, et puis l'aider à vraiment adopter les meilleures pratiques. Donc, les meilleures pratiques, ça va être si le nourrisson est en bonne santé, est né à terme, et s'il y a un allaitement exclusif, ça va être vraiment de favoriser un contact peau à peau le plus tôt possible, la première tétée dans les premières minutes après la naissance, au plus tard la première heure, pour vraiment programmer le sein, et puis vraiment encourager la maman à allaiter toutes les 2 à 3 heures, même la nuit, pour vraiment lancer la lactation. Et s'il y a malheureusement, si on est dans cette fourchette de mamans qui ne peuvent pas tout de suite allaiter, il va falloir faire la même chose, mais avec une aide technique. Donc, dans les 3 premières heures après la naissance, et de la même manière que l'on le fait avec le bébé, le faire d'une manière fréquente. Prochaine slide.
Donc voilà, en fait, il y a des règles d'or de l'initiation que l'on peut facilement mémoriser. C'est vraiment la précocité, donc commencer très tôt, la fréquence, hein, entre 8 et 12 fois, même chez les mamans de prématurés, dans 24 heures, sans interruption de plus de 5 heures, et puis l'efficacité. Donc l'efficacité, vous la connaissez très bien lorsque le bébé est mis au sein. Par rapport au tire-lait, ça va être par exemple le double pompage, le choix de la bonne tétrelle, de la bonne taille de tétrelle, et le choix du bon vide, le vide. Prochaine slide. Voilà, donc j'en arrive à la fin de cette petite présentation et je voudrais attirer votre attention sur un symposium qui aura lieu le 23 juin. Medela organise tous les ans un symposium de recherche sur la lactation et l'allaitement. Et cette fois-ci, il est en français, il est traduit en français. Donc il y a encore des places à prendre en ligne. Donc, je vous invite à vous inscrire le plus rapidement possible. Il y aura des experts du monde entier qui parleront de la lactation et il y aura un focus sur la néonatologie. Et prochaine slide. Vous pouvez aussi assister à des webinaires d'experts sur notre université en ligne. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Natacha, pour ces différentes informations sur l'initiation très importante de l'allaitement maternel. Alors du coup, merci aussi pour la question que nous avons reçue. Cette question est la dernière. La suivante plutôt. Souvent, l'assistante maternelle ou la crèche d'ailleurs met la pression aux parents à ce que le bébé ait déjà pris le biberon, qu'il ne propose pas d'alternative à la tasse et oblige une boîte de lait artificielle. Dans ce cas, quels sont les recours? Cynthia, est-ce que tu peux répondre peut-être à cette question? Alors oui, en effet, c'est souvent une remarque qui revient. Il faut bien revenir à qu'est-ce qui suscite cette question. Souvent, c'est de l'inquiétude, c'est de la peur. Alors, je vais d'abord répondre sur la boîte de lait artificiel parce que c'est effectivement quelque chose qui revient très souvent et qui, on va dire que c'est une peur qui est légitime, la peur de manquer de lait pour le bébé et que le bébé puisse avoir faim. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à revenir à pourquoi l'assistante maternelle ou la crèche se sent en difficulté plutôt que de rentrer frontalement sur on a le droit de les donner de la maternelle, ce qui est tout à fait correct, hein, mais qui peut être éventuellement contre-productif. Donc, il ne faut pas hésiter à retourner la question et dire aux mamans qu'elles peuvent tout à fait dire, mais est-ce que ce qui vous inquiète, c'est que l'enfant puisse manquer de lait? À ce moment-là, je suis prête à vous confier du lait maternel ou après, ça va voir aussi avec les quantités que la maman peut fournir. Et puis, ne pas hésiter à rappeler qu'à la période d'adaptation et au moins repousser la question à après la période d'adaptation parce qu'elle va souvent rassurer les professionnels qui accueillent l'enfant. Et pour ce qui est de la tasse, eh bien, c'est aussi quelque chose à construire avec eux, peut-être voir à donner cette tasse la première fois avec l'assistante maternelle. Les périodes d'adaptation se font souvent en présence du parent la première fois. Ça peut être l'occasion d'essayer de voir un petit peu ce qu'il en est à ce moment-là. Et de la même manière, repartir des peurs, essayer de savoir qu'est-ce qui fait peur à cette assistante maternelle ou cette crèche par la tasse, parce que les raisons peuvent être multiples. Et il va falloir travailler sur ces peurs-là. Merci beaucoup, Cynthia, pour ton expertise. Du coup, on va prendre les deux autres questions qui se sont présentées. Donc, une première question qui va être à destination du coup de Natacha Medela. Comment s'inscrire au webinaire et aux universités, Natacha? Ah, bah, la personne peut m'envoyer un email et je lui enverrai le lien si elle n'a pas eu le temps de scanner le QR code. Donc, vous pouvez communiquer mon email, il n'y a pas de souci. Merci Natacha, sachant que… Allez-y Natacha. C'est une inscription en ligne et il faudra juste rentrer quelques informations et après, ça sera fait. Super, sachant qu'on retrouvera du coup les présentations tout bientôt en replay. Et il y avait une question qu'Émilie, à laquelle Émilie va répondre. Et donc, Émilie, c'était en rapport, pouvons-nous avoir des informations sur comment et combien de temps nous pouvons stocker le lait maternel en crèche? Comment chauffer le lait maternel?
Alors, c'est une question auquel nous avons répondu au cours du deuxième webinaire, mais je suis OK pour faire un petit rappel. Alors, donc, au niveau de comment en fait, déjà, dans les crèches, parfois, il va y avoir des directives et des recommandations, voire même des contrats. Donc, il va falloir suivre ce que la crèche impose à ce niveau-là. Et parfois, on a des choses qui sont assez strictes. Il y a plusieurs recommandations. Il y a l'HAS, l'Agence nationale de sécurité des aliments. Déjà, nos deux agences en fait françaises ne sont pas d'accord. L'HAS préconise un lait frais pendant 8 jours, alors que l'HAS ne dépasse pas 48 heures. Donc, beaucoup de crèches se basent sur l'Agence nationale de santé alimentaire et donc restent sur 48 heures. Donc, ils vont préférer souvent du lait congelé. Et c'est dommage parce qu'on va perdre en qualité immunitaire. Après, tout ce qui est micro-crèches, ils sont souvent beaucoup plus ouverts. Donc, on a les recommandations de l'ILCA, c'est les recommandations américaines. Les Américains en matière de sécurité sanitaire sont pourtant assez rudes. Et on va avoir des recommandations de lait frais entre 5 jours et 8 jours, suivant la conservation. Et en lait congelé, 6 mois. Le lait décongelé, tout le monde est plutôt d'accord qu'il ne faut pas dépasser 24 heures. Le lait en crèche peut être réchauffé en chauffe-biberon ou en bain-marie, mais absolument pas au micro-ondes. Ça va altérer le lait et ça va avoir un impact sur on augmente le risque de brûlure. Je crois. Et après, comment stocker? Alors là, il y a des sachets de recueil qui sont possibles à l'achat. Différentes marques le proposent. Ou vous pouvez aussi utiliser du verre. Donc, il n'y aura pas de problème de transfert du plastique vers le lait. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question. C'était des questions. Merci Émilie pour ton expertise. Oui, des questions qui étaient très intéressantes. Merci aussi pour vos questions. Au nom du Collège national des sages-femmes, merci d'abord pour vos présences. Voilà. Ensuite, un grand merci à Louise Mercier, qui est notre coordinatrice de projet et qui nous a tellement aidé sur l'organisation de ce webinaire et sur le reste de la coordination du groupe de travail sur l'allaitement maternel. Merci également à Morgane Théis pour tout le travail autour de la communication. Merci du côté de Medela à Claire Carrara qui nous a aidé aussi sur le montage technique de cette rencontre, et une pensée à Clarisse qui était notre ancienne interlocutrice, et grand merci également à Natacha qui a pu vous faire la présentation. Au nom du Collège national des sages-femmes, aussi le plaisir de vous dire que l'aventure continue, qu'à la rentrée de septembre, on aura certainement encore plein de projets sur l'allaitement maternel, que du coup, nous serons ravis de revenir à vous. Et d'ici là, si ce n'est pas encore le cas, nous comptons sur vous pour adhérer au Collège national des sages-femmes. À très bientôt et surtout un bel été. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. On a plein de cœurs. Au revoir. Au revoir. Oh, il y a tous les cœurs qui